Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble la deuxième partie de l'histoire des Skaven de Warhammer expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la visionner avant de regarder celle-ci. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui sont à jour sur la série, bon visionnage. La dernière fois, nous nous étions laissés alors que les Skaven avaient abandonné le Pic Dolent à Nagash, ce qui avait mis un terme aux guerres du Pic Dolent. Pour continuer notre récit, je vous avais proposé de nous plonger dans l'explication détaillée de l'histoire du clan Pestilence, qui avait rejoint la Lustrie et était complètement coupé du reste des clans Skaven. Pour rappel, en moins 1399, le clan Pestilence, qui avait originairement migré en Arabie, découvrit un tunnel qui le mena dans les jungles lustriennes. Il émergea sous la cité en ruine de Quetza et s'en empara. Malheureusement, les Skaven furent rapidement victimes de diverses maladies tropicales, et les tunnels sous Quetza devinrent un horrible mouroir rempli de créatures couinant des prières à leurs dieux pour qu'ils leur viennent en aide. Alors que la majorité des hommes rats avaient été terrassés par la maladie, le rat cornu finit par écouter les prières de ses serviteurs. Les derniers Skaven encore en vie eurent des visions apocalyptiques. Dans leurs rêves enfiévrés, le dieu leur demandait de capturer tout homme lézard qu'ils rencontraient dans la jungle, afin de les sacrifier lors de longs rituels de plusieurs jours, ponctués par des chants entêtant en son honneur. Les Skaven qui célébraient ces cérémonies impies furent récompensés par les faveurs de leur dieu, et se vouèrent tout entiers à répandre la corruption. Leurs corps perclus de maladies gagnèrent une résistance surnaturelle, et devinrent immunisés aux plaies qui les affligeaient. Ils prirent le nom de moines de la peste, et incarnèrent dès lors la puissance du clan Pestilence. Le clan prospéra à l'insu des hommes lézards sous la cité-temple de Quetza, à la vitesse caractéristique d'une invasion de rats. Les cavernes furent agrandies pour accueillir des terriers, et leur société se hiérarchisa sous la houlette des seigneurs de la peste, dont le plus puissant prenait le nom traditionnel de Nurglich. Les prêtres mages de Tchaka, non loin, ignorèrent tout de l'existence de la menace qui grossissait sous Quetza, jusqu'à ce qu'ils aient vent de la corruption des bassins de frais au sud de la ville. Au lieu de donner naissance à des skinks en bonne santé, ils s'étaient mis à rejeter des créatures difformes et agonisantes, qui mouraient au bout de quelques heures. Nurglich pensait son clan suffisamment puissant pour s'emparer de la Lustrie. Il décida de tendre un piège aux hommes lézards, et envoya une centaine de ses moines de la peste les plus virulents aux alentours de Tchaka pour qu'ils affrontent les hommes lézards. Comme prévu, le petit contingent de moines fut vaincu et capturé par les hommes lézards, qui les amenèrent jusqu'à Tchaka, pour les sacrifier et s'attirer les faveurs des anciens. Ce faisant, les hommes lézards firent pénétrer des maladies mortelles dans la ville. La cité-temple fut bientôt la proie de pestes virulentes. Les premiers à tomber malades furent les skinks et les croxigores, puis les prêtres mages eux-mêmes montrèrent des signes de la maladie. Au final, la population de Tchaka avait été décimée, et même les prêtres mages Slann finirent par succomber à la maladie en proférant des phrases obscures à propos d'un dieu serpent. Les gardes Saurus les amenèrent dans leur chambre sacrée et scellèrent les lieux derrière eux. C'est ainsi que les prêtres mages Slann de Tchaka disparurent à jamais de ce monde. La plupart des hommes lézards encore en vie à Tchaka étaient des skinks. Leur chef, un prêtre skink nommé Tehenowyn, récupéra des plaques sacrées relatant une prophétie de Sotek et s'exila de la cité-temple à la tête d'une colonne de survivants. Tehenowyn devint le prophète de Sotek, car il prêcha sa parole à travers toute la Lustrie. Il annonçait que le dieu serpent Sotek viendrait délivrer les hommes lézards du mal, mais pas avant d'avoir reçu un lot de sacrifices énormes en hommes-rats. Une guerre sans merci démarra alors entre les deux races. Les Skaven purulents du clan Pestilence sortirent par milliers des souterrains de Quetza, pour assiéger les cités-temples, sacrifiant tout homme lézard capturé à la gloire du rat cornu. De son côté, Tehenowyn sillonnait la Lustrie à la tête de ses fidèles, affrontant un maximum de Skaven pour les sacrifier à Sotek et invoquer sa divinité. Ce fut une époque de carnage à une échelle délirante, qui fit couler des fleuves de sang. Les deux camps ne montraient aucune pitié et n'hésitaient pas à commettre les actes les plus vils pour l'emporter. Les sbires de Nurglich utilisaient leurs prêtres de la peste pour répandre des épidémies, et décimer les rangs des hommes lézards. Ces derniers ripostaient en sortant de leur sanctuaire les machines des dieux, harnachés sur le dos des plus vieux stégadons, pour réduire en cendres des milliers d'ennemis. Les années devinrent des décennies, et la guerre s'enlisa. À chaque bataille, le nombre de Skaven sacrifiés par Tehenowyn augmentait. Finalement, en 49, après un siècle de guerre, les combats atteignirent leur paroxysme. Tehenowyn se rendit au plus profond de la jungle à la tête de milliers de ses fidèles et d'une colonne interminable de prisonniers. Là, au pied d'un autel recouvert de mousse et oublié depuis des millénaires, Tehenowyn invoqua le dieu serpent. Le nombre de Skaven sacrifiés ce jour-là fut si grand qu'on raconte que les eaux de l'Amaxone devinrent rouges. Des nuées de serpents surgirent alors des profondeurs de la Lustrie. Les tunnels sous Quetza furent envahis par des millions de reptiles. Les Skaven qui ne furent pas dévorés dans l'instant durent fuir, en proie au venin des créatures de la jungle. Au même moment, les armées de Tehenowyn avaient forcé au combat l'hoste principal de Nurglich le Bouffi. La majorité des Skaven ayant été terrassés par les serpents de Sotek,
Les cités-temples purent envoyer des renforts qui encerclèrent les Skaven de Nurgle. Voyant que la victoire lui échappait, ce dernier n'eut d'autre choix que de rassembler ses forces et de tenter une ultime percée. La horde de Nurgle le bouffier recouvrait l'horizon, si bien que de nombreux Skaven parvinrent à passer les lignes des hommes lézards. Des poursuites débutèrent alors, et se poursuivirent jusqu'à l'île aux serpents qui fument. Là, les Skaven, bloqués par la mer, durent se préparer à livrer bataille. Celle-ci dura des jours, durant lesquels le seigneur de la peste Nurgle ordonna la construction à la hâte d'embarcations. Au final, la ligne de bataille des Skaven fut rompue lorsque Sotek en personne se matérialisa dans le cratère du volcan en éruption de l'île. La moitié des Skaven restants furent tués par le dieu, mais Nurgle et une part non négligeable de son armée purent fuir à bord des embarcations et rejoindre le vieux monde. Ainsi se conclut l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire, et le retour du clan Pestilence au sein des Skaven allait ouvrir une nouvelle page de leur histoire. Le clan Pestilence rejoignit le Vieux Monde en 50, installant plusieurs repères dans les terres du Sud. Là, Nurgle et les siens se contentèrent de recouver leurs forces et de se multiplier, volant les humains tout en prenant bien soin de ne pas être vus, ni par les hommes, ni par les autres Skaven, qui n'auraient fait qu'une bouchée du clan affaibli. En l'an 100, après 50 ans à accroître sa puissance, le clan Pestilence envoya des émissaires à Scarogne pour rencontrer les seigneurs de la ruine, annoncer leur retour et leur nouveau rôle en tant que prêtres de la décrépitude du Rakorn. Le clan Pestilence réclamait en plus des droits de reproduction, une gabelle sur la Malpierre et des places au sein du Conseil. Évidemment, le Conseil des 13 n'avait pas besoin de nouvelles factions avec lesquelles il devrait partager son pouvoir. Ils firent massacrer les émissaires et renvoyèrent leurs cadavres pourris aux seigneurs de la peste, en guise de leçon d'humilité. Ce casus belli permit au clan Pestilence de lancer une offensive mûrement préparée. Le premier mouvement des moines de la peste fut de prendre la cité humaine de Bagroussa, pour assiéger la forteresse Skaven du clan Merkith qui se trouvait dissimulée sous la ville. Les moines de la peste encerclèrent la forteresse du clan Merkith avec d'immenses chaudrons remplis d'une mixture immonde d'abat et de chair en putréfaction mêlée avec de la malpierre. Et ils se servirent de gigantesques soufflets pour inonder les grottes creusées sous la ville de vapeurs nocives, qui transmettaient toutes sortes de maladies mortelles. Tous les Skaven fidèles au Conseil des 13 furent tués ou réduits en esclavage, à l'exception du seigneur Merkith en personne, et d'une poignée de ses lieutenants, qui relatèrent la tragédie au Conseil des 13. En guise de représailles, le Conseil envoya des armées de guerriers des clans assistés de technomages, utilisant leurs terribles machines, et une longue guerre débuta dans les royaumes du Sud. Les loyalistes fidèles au Conseil l'auraient facilement emporté sans compter sur l'allégeance changeante des Skaven. En effet, la nouvelle de l'ignoble massacre de Bagroussa s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'Empire souterrain, et plusieurs clans des terres du Sud qui se trouvaient en première ligne face au clan Pestilence avaient capitulé sans combattre, préférant augmenter leur influence sous la coupe du clan Pestilence que de rester les serviteurs du Conseil des 13. Ils fournirent à Nurgle une chair à canon indispensable, et la guerre s'enlisa. L'incapacité du Conseil à s'occuper du clan Pestilence le discrédita, et bien de nombreux clans se séparèrent du reste de la société Skaven, soit pour se faire la guerre entre eux, soit pour rejoindre le clan Pestilence dans les terres du Sud. Au bout de quelques générations, le Conseil perdit complètement le contrôle des terres du Sud. L'Empire souterrain fut ainsi divisé en deux hémisphères. Le nord était dirigé par le Conseil des 13 et le sud par les seigneurs de la peste. De nombreux clans restèrent neutres ou changeaient d'allégeance selon les circonstances, soutenant toujours la faction la plus avantageuse. Il en résulta un état de guerre constant qui ravagea l'Empire souterrain pendant des générations. Cette lutte de pouvoir parmi les Skaven fut bénéfique au Karazankor. En effet, privés du soutien des Skaven, les armées de peau verte avaient fini par reculer face aux nains, qui avaient repris le contrôle de certains bastions dans les montagnes du bord du monde. La puissance des Skaven continuait à décliner alors que la guerre civile s'éternisait, s'étalant sur 400 ans. Les belligérants eurent recours aux épidémies, à la sorcellerie et aux trahisons sans jamais réussir à prendre l'avantage. Le statu quo fut finalement brisé en l'an 500, par la réapparition du clan Eshin, de retour d'Extrême-Orient après une longue absence. Formés aux arts de l'assassinat au caté, ces tueurs vêtus de noir pouvaient s'infiltrer dans les repères les mieux défendus et abattre leurs ennemis les plus puissants sans être découverts. Le clan Eshin prêta serment d'allégeance au Conseil des 13, et se mit immédiatement à l'œuvre pour anéantir le clan Pestilence. Pendant des générations, le clan Eshin se servit des tactiques de terreur et d'assassinat pour ramener les clans renégats sous la coupe du Conseil. Plusieurs seigneurs de guerre rebelles et même les seigneurs de la peste moururent dans des circonstances mystérieuses, brisant peu à peu la mainmise du clan Pestilence sur les terres du Sud, alors que ses appuis disparaissaient les uns après les autres. En 600, les seigneurs de la peste réalisèrent que la situation serait bientôt intenable, et demandèrent des pourparlers. Les prophètes gris intercédèrent auprès des seigneurs de la ruine afin qu'ils jurent de ne pas tenter d'assassiner les émissaires. Ainsi, Nurgle, le plus puissant seigneur de la peste du clan Pestilence,
se rendit dans le nord pour traiter avec le Conseil. Naturellement, il y eut plusieurs tentatives pour tuer ce dirigeant important durant son voyage, mais il finit par arriver à Scarogne. Là, il s'inclina devant le grand temple du Racornu et demanda à être accepté au sein du Conseil, offrant les ressources du clan Pestilence au seigneur de la ruine. Nurglitch disposait d'un argument supplémentaire. Lui et ses disciples étaient porteurs d'une souche particulièrement virulente de fièvre de crâne jaune, et s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils seraient forcés de la libérer, exterminant le Conseil tout entier ainsi qu'une partie de la race des Skaven. C'est ainsi que le clan Pestilence rentra dans le giron du Conseil. S'y tailler une place n'était plus qu'une formalité, dont le seigneur Nurglitch s'acquitta en défendant le seigneur Vask, le plus vulnérable de ses membres, qui fut foudroyé par sa morsure empoisonnée. Le clan Pestilence s'octroya ainsi la 7ème place du Conseil. Alors que ces siècles de guerre civile avaient permis aux races de la surface d'échapper pendant un temps à l'attention des hommes rats, le prix à payer serait lourd en définitive. L'art des seigneurs de la peste s'ajoutait à l'arsenal des Skaven. Ainsi s'acheva la guerre fratricide entre Skaven. Enfin unis, ils pouvaient à nouveau se concentrer sur l'invasion des races du dessus. Le nouveau Conseil des 13 fomentait d'ailleurs déjà des plans pour faire chuter les empires nains et humains. Nous verrons ces plans en détail lors du prochain épisode de l'histoire des Skaven expliquée par les cartes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et on se retrouve dans une semaine. Allez, à la prochaine!